musoya kam su ke sirlen jamkan min be kuma muso kan munun kala kalaminaw ka barakataw la a bɛ se k'a sɔrɔ Joliba FM ani Joliba TV kan sibiridoɲɔgɔn fɛ sɔgɔmadafinɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila ɲɛ 12 la muso bɛ aw ka yɔrɔ la denmisɛnnin don walima maakɔrɔ a kɛ sirilen don a ma lakodɔn aw bɛ fɛ a ka lakodɔn aw kana kɔnɔnin kɛ a y'an contacter an page Facebook kan ni o ye musoya ye MUSOYA walima Joliba TV walima Joliba FM sira fɛ musoya ni comprendre la femme an ka musow faamuya sa. Fidèles auditeurs, auditrices de Moussoya, nous voilà encore réunis pour votre rubrique spéciale Mousso Tchessirilé qui signifie la femme qui attache la ceinture, qui a attaché la ceinture, qui œuvre pour le développement de son pays. Et aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de présenter, de célébrer, de témoigner notre gratitude à une de nos sœurs panafricaines. Il s'agit de la représentante résidente de ONU Femmes au Mali, Madame Béatrice Eyong. Le spécial Mousso Tchessirilé d'aujourd'hui est consacré à Béatrice pour lui signifier et lui témoigner la gratitude de toutes les femmes du Mali. Et hélas, toute œuvre humaine, toute collaboration humaine doit quand même se terminer un jour et c'est avec le cœur un peu serré, mais quand même avec beaucoup de joie que nous célébrons notre sœur aujourd'hui et nous lui disons merci, merci et bon vent à elle parce qu'elle finit une mission au Mali, mais elle continue ou elle commence une autre mission pour notre frère, le pays frère du Nigeria et nous savons que comme elle a accompagné les femmes maliennes, elle continuera à accompagner les femmes du Nigeria. Donc, nous vous laissons découvrir et écouter tout ce que les femmes leaders du Mali ont à témoigner sur Béatrice. Moussoya, mieux comprendre la femme. Béatrice, représentante de ONU Femmes au Mali. Bonjour, chère sœur. Bonjour, mon frère. C'est une cérémonie qui a un double sens ce matin. Le premier sens, c'est un petit pincement de cœur parce que c'est une cérémonie consacrée au départ d'une sœur, d'une amie, d'un partenaire et beaucoup de pointillés. C'est une cérémonie aussi de fierté et de remerciement à l'endroit de notre sœur, de notre amie, de notre partenaire qui a donné le meilleur d'elle-même pour soutenir les femmes du Mali en ce moment difficile de notre histoire, en ce tournant décisif de la vie de la nation malienne. Béatrice, Dieu a voulu un moment que nous soyons ensemble, que vous veniez dans notre pays, que vous soyez affectés ici pour représenter cette institution qui est notre institution, que nous avons fabriquée de nos mains en tant que société civile, pousser les Nations Unies à avoir plus d'engagement sur les questions de femmes. De votre arrivée à aujourd'hui, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour donner non seulement de l'espoir aux femmes du Mali, mais aussi donner cette visibilité que ONU Femmes a besoin dans ce pays. Vous avez augmenté la visibilité. Beaucoup ont passé avant vous, qui ont fait ce qu'elles pouvaient faire, mais aujourd'hui, vous êtes venus mettre de la hauteur dans ce qui se passe dans cette institution, dans sa mission. Nous avons voulu organiser cette cérémonie très sobre, compte tenu de Covid, compte tenu de votre agenda aussi. Sinon, on allait amener, j'avais prévu d'amener des balafons. Oui, avec l'ensemble instrumental. On allait danser, comme on l'a fait avec d'autres avant vous. Quand Maxime partait, on a bien dansé, il n'y avait pas Covid, on se voyait, on se taponnait. Aujourd'hui, le contexte est autrement, et on s'y adapte.
On vous remercie pour ce travail formidable que vous avez fait ici. Je vais, avant de conclure ma petite introduction, parce que c'est juste une introduction. Madame la Ligue. Madame les anciennes ministres qui sont ici, les grandes sœurs qui sont là, parce que je sais qu'il y a des grandes sœurs qui sont ici. Vraiment, les mots me manquent parce que je n'attendais pas cela. Oui, les mots me manquent en ce moment. Mais je veux vous dire que c'est ONU Femmes qui doit vous dire merci. Pourquoi ONU Femmes doit vous dire merci? Parce que vous êtes en train de faire le travail d'ONU Femmes. Je sais, c'est notre mandat. Je sais, c'est votre préoccupation. Je sais que c'est le Mali. Mais si on n'a pas des gens qui sont engagés, si on n'a pas des gens qui sont passionnés sur quelque chose, si on n'a pas des gens qui vont même prendre les risques, que je comprends, moi je comprends les risques que vous prenez, je comprends tous ces voyages à l'intérieur, toute cette situation, et même les plaidoyers que vous êtes en train de faire, tout cela, ce sont des risques que vous êtes en train de prendre. Donc c'est pour cela que je dis que on est femme et chanceux d'avoir le consortium. Ça, c'est la manière que je vois cela. Quand je suis venue au Mali, je me souviens, j'étais au ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale. Une des choses qu'on m'avait dit, c'est que plusieurs personnes pensent que l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, ce sont des concepts qui viennent d'ailleurs, que ce n'est pas malien, et que nous sommes en train de vouloir venir détruire la manière, la culture, la manière qu'on fait des choses ici, et que nous voulons que les ménages d'ici soient comme les ménages bon, ailleurs. Je ne veux pas citer des pays. Et moi, j'avais pris ça très, très, très sérieusement. Parce que je savais qu'il y a du boulot à faire. Si l'égalité de genre est conçue comme ça, est perçue comme ça, ça veut dire que vraiment, il y a du boulot à faire. Et c'est pour cela, si vous venez dans mon bureau, vous allez voir, on a une vision, on a développé une vision. Si c'est cette situation, comment on va faire pour travailler? Et on est ressorti avec une vision. Et cette vision, c'était de voir des femmes maliennes qui sont capables de saisir les opportunités. Ces opportunités peuvent être financières, économiques, politiques, mais que la femme malienne soit capable de prendre les opportunités qui viennent. Ça peut être politique, ça peut être n'importe quelle opportunité. Et que la femme malienne vit dans la dignité. Voilà nos deux éléments dans cette vision. Mais pour en arriver, nous avons aussi dit il faut qu'on travaille pour que les hommes soutiennent les femmes et que les communautés soutiennent les femmes. Ça, c'est notre vision. Et pourquoi la femme malienne va être capable de saisir toutes les opportunités? C'est parce qu'elle a la bonne information, c'est parce que ses capacités sont renforcées, c'est parce qu'elle a l'accès aux services, de différents types de services, services sociaux de base, services financiers, services économiques, tous les services qui sont disponibles. Elle doit avoir accès à ça. Nous avons dit aussi que pour qu'elle soit libérée pour faire ce qu'elle est en train de dire, parce que nous parlons de la participation politique des femmes. Si la femme, la tâche qui l'attend à la maison, les tâches qu'il attend au marché, les tâches qu'il attend dans son lieu de business, et toutes ces tâches-là, au champ et toutes ces tâches-là, si ce n'est pas allégé, elle ne sera pas libérée pour pleinement aller participer dans
c'est qu'elle doit participer dans le développement du pays. Donc, on a mis l'accent sur les technologies qui vont réduire la pénibilité et la durée qu'on prend pour faire une activité. Et on avait dit que la femme, là aussi, doit avoir le soutien des hommes. Parce que l'égalité genre ne veut pas dire que les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent des femmes. C'est seulement que chacun est en train de jouer son rôle et chacun est en train de s'épanouir dans ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà des approches qu'on a regardées. On a dit, OK, donc dans ce cas, nous allons travailler avec les femmes. Elles-mêmes, nous allons, s'il faut renforcer des capacités, s'il faut, quoi qu'elles auront besoin, nous allons mettre à leur disposition pour qu'elles-mêmes fassent ces plaidoyers là où elles passent. C'est vrai qu'ONU Femmes fait, mais il y a des espaces, il y a des instances que vous pouvez entrer, que ONU Femmes ne peut pas entrer. Et aujourd'hui, je suis très, très contente. Je suis très, très contente parce que même les bailleurs commencent à le dire. Oui, le Canada m'a dit cela, le travail que vous êtes en train de faire. Madame la ministre de la Promotion de la Femme a parlé de ce que vous faites. La Suède, donc, c'est moi qui est très ravie de voir ce que vous êtes en train de faire. Et je vais vous dire quelque chose. J'étais déjà à Abuja. On a dit qu'il y a des sanctions. Et pour cela, on ne peut pas avoir des vols directs. Je pouvais rester à Abuja parce qu'on peut faire le télétravail. Mais j'ai dit non, avec cette situation, je vais rentrer au Mali. Je viens au Mali. Et j'ai fait 2 jours pour arriver ici. J'ai des collègues qui se sont dit, non, moi je ne peux pas faire, c'est inhumaine et tout ça. Mais je l'ai fait. J'ai quitté vendredi, je suis arrivée ici dimanche. Et une des choses que je voulais faire, c'est vrai que je n'ai pas encore fait et je suis en train de partir. Je voulais vous pousser à aller très loin. Parce que quand on a développé le plan de travail, un des plaidoyers, le plaidoyer ne devait pas seulement s'arrêter au Mali. Les femmes doivent être capables d'aller faire le plaidoyer au Ghana, faire le plaidoyer au Nigeria. C'est une des choses, c'est une des raisons que je suis venue. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe, quel est le positionnement du système des Nations Unies, et cela, et cela, et cela. Donc, moi je pense, ce qu'on a réussi à faire, c'est bien, mais on a encore toujours des choses à faire. Il reste beaucoup à faire. Et moi, je pense que vous ne devez pas arrêter le plaidoyer ici. Le président ghanéen se trouve au Ghana. Pourquoi vous ne pouvez pas aller le voir? Pourquoi vous ne pouvez pas aller au Nigeria? Si ça prend 2 jours, est-ce qu'il y a un problème? Moi, j'ai pris 2 jours, je suis venue, je suis arrivée, et puis... Voilà, pour arriver ici. Donc, si vous êtes passionné sur quelque chose, si vous croyez quelque chose, la durée du voyage ne sera pas quelque chose. Donc, moi, je pense qu'on a encore toujours beaucoup de choses à faire. On n'a même pas encore commencé. On a seulement mis les jalons ou bien des bases. Le vrai travail va commencer après. Parce que même si on a la loi qui est inscrite dans les réformes, il faut veiller à ce que c'est mis en œuvre. Il faut aussi renforcer continuellement les capacités des femmes. Parce qu'on ne nous élit pas parce que nous sommes femmes. On nous élit parce qu'il y a quelque chose ici. Parce qu'on est capable de donner le résultat. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Jusqu'à ce qu'on ait une femme présidente, on ne va pas laisser le plaidoyer. Oui, c'est possible. C'est possible, tout est possible. Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Tout est sur la table.
Oui, c'est possible. Et une des choses que nous pouvons faire, c'est travailler pour que, au lieu de, en plus, non pas au lieu, le français, en plus, he for she, nous avons she for she. Yes. She for she, parce que, voilà. That's the first step. Les femmes sont la majorité. Ce sont les femmes qui vont élire tous les candidats. Et pourquoi on se trouve que nous, on est peut-être en minorité? Je pense qu'il y a ce travail à faire, de faire à ce que les femmes élisent les femmes. C'est possible. On peut le faire. Et c'est pour cela que je suis contente que le consortium ne s'est pas arrêté simplement à Bamako, ne s'est pas arrêté simplement dans les 5 régions, mais le consortium est parti dans les 10 régions. On peut avoir des problèmes, des procédures, ceci, cela, mais ça va se gérer. Je suis sûre que tout cela, ça va se gérer. Donc, moi, je suis fière de vous. Vous faites ma fierté du travail que j'ai fait ici. Et je vous assure que ONU Femmes va toujours continuer. C'est clair. Quand on a commencé à parler, j'ai seulement dit, ah, il fallait que Marie-Goretti soit ici. Elle est déjà là. Le problème, c'est nos règles et procédures des Nations Unies. Il faut être confiné 7 jours et tout cela. Sinon, Marie-Goretti devait être ici aujourd'hui avec vous. Je vous rassure que Marie-Goretti, elle a ce qu'il faut. Elle est qualifiée. Elle a été l'ancienne ministre burundaise. Elle a travaillé longuement au bureau de la AC. Elle a géré le bureau du coordinateur résident des Nations Unies. Donc, elle maîtrise l'aspect politique dans les pays. Elle maîtrise aussi ce que les Nations Unies font. Et puis, elle a aussi plus de 4 ans en tant que représentant d'ONU Femmes. Donc, moi, je suis très relax qu'elle vient. Elle va bâtir sur ce qu'on a fait. Elle va faire grandir ce que nous avons fait. Donc, chère grande sœur, chers ministres, on a travaillé, mais il reste beaucoup à faire. Et moi, je rêve le jour où vous allez dans d'autres pays répliquer ce qu'on a fait. Je vais vous inviter de venir au Nigeria. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, on va chercher les traductions. On a besoin de vous au Tchad, on a besoin de vous au Burkina Faso, même en Guinée. Parce que vous nous avez montré comment on peut influencer le processus de la transition. Donc, moi, je suis très fière de ce que vous avez fait et je prie simplement que Dieu va continuer à nous préserver. Je reste optimiste. Je suis formée de ne pas être découragée quand je vois des choses négatives ou quoi. Je suis toujours optimiste et je vous encourage. La situation qu'on se trouve, il faut rester optimiste. Dieu qui a su nous garder jusqu'à maintenant, il va nous garder. Et je pense que Dieu va amener la paix. Et je pense qu'après tous ces bruits-là, on va seulement apprendre comment vivre avec l'un et l'autre. Donc, je pars, mais ONU Femmes est là. Je pars, Marie-Goretti est venue. Et je pense que Marie-Goretti fera même mieux que ce qu'on a fait. Donc, je quitte ici, je pars chez elle. C'est vrai que ce n'est pas autorisé, mais même si c'est le téléphone, même si c'est virtuel, je vais toujours parler de ce qu'on a commencé et ce qui doit continuer. Donc, merci beaucoup. Et je passe pas loin, je suis au Nigeria. Donc, sachez que vous avez une maison là-bas à Abuja. Si vous venez, bon, vous pouvez passer. Et sachez aussi, je serai représentant de ECOWAS.
savez que je vais représenter ONU Femmes dans ECOWAS, qui veut dire que je vais aussi continuer à faire le plaidoyer au sein de ECOWAS. Donc, merci vraiment ce que vous avez fait aujourd'hui, me touche sérieusement au cœur. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire, mais je vous dis merci. On est ensemble et on sera ensemble. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est Madame Sey Mariam Traoré. Je suis journaliste de formation. Je suis membre de la plateforme des femmes leaders du Mali, chargée de la communication de la plateforme et membre du consortium des femmes du Mali. Alors, le message que j'ai pour Madame Béatrice, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, qu'elle continue ce travail magnifique qu'elle a accompli ici au Mali. Elle a accompagné les femmes à tous les niveaux. Elle a accompagné les femmes à chaque fois qu'il fallait faire un plaidoyer, non seulement en tant que résidente de ONU Femmes, mais aussi en tant que femme tout simplement. Aussi, moi, ce que je voudrais lui dire, c'est que là où elle va aller au Nigeria, qu'elle soit aussi la porte-parole, qu'elle soit la voix des femmes maliennes. Nous l'avons vu à l'œuvre ici et nous savons que ce plaidoyer qu'elle a accompli ici, tout ce qu'elle a fait pour nous accompagner, pour qu'on puisse se faire entendre, je suis certaine qu'elle le fera aussi au Nigeria. Elle continuera à faire entendre la voix de la femme malienne. Et donc, je lui dis bon vent. Et je lui dis, encore une fois, je me répète, de continuer à accomplir, vraiment accompagner les femmes, de continuer à accomplir ce travail extraordinaire qu'elle est en train de faire. Moussoya, mieux comprendre la femme. Moi, je suis Maître Saran Keita, épouse Diakité. Je suis avocate inscrite au barreau du Mali. Et je suis la présidente du réseau Paix Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, qui est membre du consortium des femmes pour la transition politique aujourd'hui au Mali. Tout d'abord, je vous dirais que j'ai été fascinée par cette femme à cause de sa simplicité dans la vie. C'est une femme très simple qui, quand elle est arrivée au Mali, ne s'est pas mise au-dessus des femmes que nous sommes. Elle était à notre niveau, nous avons cheminé ensemble. Donc, c'est de très bonnes impressions que j'ai à son endroit. Et si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui pour son départ, je vais d'abord la féliciter pour le travail qu'elle a eu à faire. Vous savez, c'est sous son égide, quand elle était représentante de ONU Femmes au Mali, que 5 organisations de la société civile, dont le RESPECO, la plateforme des femmes, Aouline, le REFAMP, le réseau médiation, nous avons pu nous mettre ensemble pour travailler ensemble, cheminer et pour avoir une transition réussie au Mali. C'est à son actif, c'est à son actif. C'était pas chose facile, vous le savez déjà, la plateforme, c'est une plateforme de femmes, le réseau, c'est plus de 23 fêtières, la plateforme, pareil, le REFAMP, c'est les femmes ministres parlementaires, et Aouline, et tout le reste. Et que ces organisations puissent se mettre ensemble, vouloir travailler pour la réussite de la transition dans l'intérêt des femmes du Mali, ça veut dire qu'elle a fait beaucoup de choses positives pour nous dans ce pays. Et c'est à cause de son engagement, de ce qu'on a vu en elle pour les femmes du Mali qui nous a poussé. Tout cela nous a poussé à vouloir nous mettre ensemble et à travailler ensemble. Et tout cela dans l'intérêt des femmes du Mali ensemble. Moussoya, mieux comprendre la femme. Moi, je suis Dr Dialodi Diakatra. Je suis au niveau du consortium au nom des femmes du REFAMPE, le réseau des femmes ministres parlementaires. Pour Mme Béatrice, c'est de lui dire merci par rapport à son engagement. Elle est venue dans notre pays à un moment très difficile, malgré tout ce qu'il y avait comme problèmes et contraintes. Elle a accompagné les femmes à tous les niveaux.
dans le cadre de leur épanouissement et surtout dans le cadre de la recherche de solutions pour leur émergence dans ce pays. Nous ne pouvons que la remercier, la féliciter pour ce soutien et l'encourager dans ce qu'elle ferait. Les femmes à tous les niveaux lui disent merci et lui disent bravo pour ce qu'elle a pu amorcer. Nous sommes 5 associations au sein du consortium et depuis presque 1 an, nous sommes là. Les femmes ont été formées d'abord au niveau national. Avec les résolutions, les femmes se sont déplacées dans les 10 régions du Mali, avec la participation des femmes dans ces lieux, qui ont donné également leur point de vue par rapport à la transition politique qui se déroule au Mali, que nous avons compilé. Et je crois que les femmes étaient armées au moment de la tenue des assises. Elles continuent encore dans ce travail parce que l'émergence de la femme, c'est en continu. Elles ont besoin de formation, elles ont besoin d'organisation, elles ont besoin d'appui. Et je pense que dans le cadre de la recherche des meilleurs statuts, elle en a donné beaucoup et nous ne pouvons que la remercier très sincèrement. Moussoya, mieux comprendre la femme. Bonjour Madame Young. Bonjour Kumba. Donc nous voilà après 3 ans et demi de collaboration, d'aventure, de combat. On est obligé de se dire au revoir, mais je sais que nos chemins se croiseront encore. Et la mission que vous avez quand même entamée au Mali, je sais que la relève sera assurée par votre successeur qui est déjà même sur le terrain. Et en même temps, vous quittez un pays ouest-africain pour aller dans un autre pays ouest-africain. Donc la mission, on peut dire, elle continue toujours au service des femmes maliennes, au service des femmes africaines, au service de l'humanité. Alors aujourd'hui, si on doit vous demander quels sont ces moments vraiment de bonne mémoire, de fierté, de joie que vous avez eu au Mali, si on devait vous demander d'en choisir 1 ou 2, les bons souvenirs seraient lesquels? Merci beaucoup, Kumba. Il y a beaucoup de souvenirs, mais je vais commencer avec... c'était la première fois que je partais à Gao. Je devais rencontrer les femmes du marché. Au sein de notre programme, nous avons touché 2000 femmes qui sont dans les marchés. Donc, j'étais très contente. J'étais très contente de trouver que nos programmes touchaient et changeaient la vie des femmes jusqu'à ce niveau. Parce que quand je suis allée là-bas, bon, c'est vrai qu'on a dit il ne faut pas aller dans quelques endroits, mais je suis allée m'asseoir sur le sol avec ces femmes. J'ai discuté avec ces femmes et vraiment j'étais contente parce que quand j'ai demandé à la femme quel est l'impact d'une femme sur vous, elle a dit vraiment, première chose c'est que je sais que je suis avec 2000 femmes et si quelque chose m'arrive, 2000 femmes vont sortir pour moi. Donc, la solidarité. La solidarité. Moi, j'attendais qu'elles me disent que mes revenus ont accru et ceci, cela. Mais vraiment, j'étais très contente et j'étais très à l'aise. Et j'ai écouté ce qu'elles étaient en train de dire. Après cela, nous sommes allés voir le marché. Le marché que ONU Femmes avec Munissement ont construit pour ces femmes à Gao. En plus de ça, toujours à Gao, nous avons notre casse de la paix. Et vraiment, là aussi, c'était un bon souvenir de voir comment les femmes sont en train de travailler pour la consolidation de la paix, pour la prévention des conflits, pour la promotion des droits des femmes, toujours à Gao. Donc, ça m'a vraiment marqué et ça m'a encouragé que
on peut faire de belles choses ici. Oui, je pense que ça, la leçon peut-être, c'est la leçon d'humilité, parce que très souvent, on pense que c'est l'argent qui règle tout, et vous attendiez peut-être que la femme nous dise, ah, financez ce projet, mais elle vous a montré que pour elle, la première richesse, c'est cette chaleur humaine, c'est cette sororité, c'est ces relations qu'elle développe entre femmes, et elle sait que, quel que soit le défi, la montagne qui va se buter, ou même se mettre devant elle, avec ses sœurs, elle pourra le surmonter. Et il y a aussi le fait que ces cases de la paix, je sais que depuis la crise de 2012, ONU Femmes a quand même œuvré à avoir ces petits joyaux au sein des communautés pour que les femmes puissent parler entre elles, puissent se soutenir et aussi avoir des petites activités génératrices de revenus. Donc ces cases de la paix continuent encore. Oui, ça augmente et aujourd'hui nous avons 18 cases de la paix. À 18? 18 et je peux vous dire, les Nations Unies, le système des Nations Unies, quand Mme Baranga était ici, on avait adopté les cases de la paix, on avait adopté les cases de la paix pour que les autres agences s'impliquent dans l'établissement de ces cases de la paix, pas seulement dans la région du Nord, mais aussi même à Mopti. Et on a discuté avec le ministre, tous les ministres de la promotion de la femme qui se sont passés. On a discuté sur la nécessité de transformer les maisons des femmes à quelque chose comme case de la paix, là où les femmes peuvent venir résoudre leurs problèmes, peuvent venir se former dans l'agriculture, les activités génératrices de revenus, et s'épanouir aussi et comprendre même leurs droits. Donc la case de la paix est en train d'être étendue dans la région du Nord, et on a vu les résultats. On a vu les résultats. Dernièrement, la ministre sédoise était à Gao. Et vraiment, ce qu'elle a vu, elle était très, très contente et très encouragée. Donc, les cases de la paix sont là, qui fonctionnent et aident les femmes. Je sais que plus des cases de la paix, qui sont des initiatives de vos projets phares, leur flagship, Women, Peace and Security, donc Femmes, Paix et Sécurité, je sais que vous travaillez beaucoup sur une thématique qui nous tient personnellement à cœur, celle des violences basées sur le genre, spécifiquement les violences à l'endroit des femmes et des filles. Et dans ce contexte-là aussi, je sais que récemment, on a vu qu'ONU Femmes, avec le système des Nations Unies, sont en train aussi d'implanter des one-stop centers, des centres holistiques où les femmes survivantes peuvent aller, sanitaire, psychologique, l'appui économique aussi. Vous pouvez nous parler un peu de cette initiative One Stop Center? Comment ça se passe? Est-ce que vous commencez aussi à avoir des impacts par rapport à ces abris que vous avez bien voulu donner aux femmes? Oui, merci beaucoup. Comme vous le savez, les One Stop Center que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est vrai qu'on a, par exemple, ici à Bamako, on a 2. Il y a un One Stop Center qui est dans l'enceinte de la police. Tout à fait. On a aussi un qui a été mis en œuvre par UNFPA. Mais les nouveaux centres que nous sommes en train de mettre en place, ce sont des centres qui cherchent à donner une approche holistique et intégrée aux survivants de violences basées sur le genre. Et donc, nous avons mis tous les services médicaux, services psychosociaux, services juridiques, médico-juridiques. Donc, quand une femme arrive dans ces centres-là, elle passe à travers ces centres, les services de ces centres, une seule fois. Parce que vous savez que chaque fois que quelqu'un est en train de dire ce qui s'est passé, les mêmes émotions viennent, la personne est encore retouchée et elle revit la situation, les larmes commencent à sortir. Donc nous avons dit non, il faut que lorsqu'elle a parlé de ce qui est arrivé, ça soit la fin, après cela, elle trouve des solutions. Donc nous avons, c'est dans le cadre de Spotlight, initiative Spotlight, qui est financée à travers des différents partenaires. Spécifiquement la délégation de l'Union européenne. Oui, l'Union européenne, le gouvernement du Mali,
le système des Nations Unies et nos partenaires de la société civile qui sont en train de mettre en œuvre ces activités. Ces organisations contribuent aussi dans une manière ou une autre. Donc, c'est une initiative qui est innovante. Et je vais dire, c'est la première fois qu'on a eu des financements à tel niveau pour la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est partout dans le monde, mais le Mali fait partie des 8 pays en Afrique. Donc, cette initiative regarde les violences basées sur le genre, pas seulement au niveau du ménage, mais c'est la première fois qu'ils ont créé vraiment le lien entre les violences basées sur le genre avec le PIB, avec les ODD. Tout à fait. Ils ont mis ce lien-là pour montrer que tant que les femmes feront toujours face aux violences basées sur le genre, on ne pourra jamais atteindre les ODD, on ne va pas avoir la croissance économique. C'est pour cela qu'on a cette approche holistique dont la femme survivante, elle a des services de santé, elle a des services psychosociaux, elle a aussi les services économiques, juridiques aussi. Donc, voilà ce qui se passe dans ces centres. Et nous commençons à voir les résultats parce que les femmes commencent à venir, commencent à approprier ces centres. Et je pense que même les hommes aussi viennent. Parce que c'est vrai que le pourcentage des hommes est minime, mais parfois aussi les hommes font face aux violences. Tout à fait, tout à fait. Les grands défis aussi qu'on a, c'est que dès qu'on parle de violence basée sur le genre, des fois c'est pas bien compris. Et nous savons que avec votre soutien et la société civile depuis 2019, c'est vrai qu'avec la ministre Omouba, en 2015, on a pu quand même avoir cette fameuse loi donnant quand même un quota pour les postes sélectifs et nominatifs. Mais jusque-là, pour l'avant-projet de loi sur les VBG, ça quand même reste un grand défi. Au-delà de ce défi d'avoir une loi spécifique sur les VBG au Mali, est-ce qu'il y a d'autres challenges, d'autres défis qui quand même sont restés un peu à travers? Vous quittez le Mali après 3 ans et demi, on a vu des points de satisfaction, notamment vous avez vu l'appui que vous avez pu donner aux femmes à la base, mais je suis sûre qu'il y a aussi des petits regrets, des challenges qui restent. Si vous devez en parler aujourd'hui, quels sont les 1 ou 2 points qui vous tiennent à cœur, qui n'ont pas été vraiment des francs succès? En plus du fait qu'on n'a pas une loi qui touche spécifiquement les violences basées sur le genre, et moi je pense que s'il y a résistance à ces lois, c'est à cause de la mauvaise compréhension du concept genre. Les gens pensent que le genre, c'est quelque chose qu'on veut utiliser pour faire à ce que les femmes deviennent les hommes, ou bien les femmes deviennent têtues, ou bien les femmes deviennent récalcitrantes. Mais ça, ce n'est pas l'idée de cette loi. Il y a des gens qui ont peur qu'à travers ces lois, on peut passer d'autres choses, parce que quand on parle du genre, c'est homme-femme. Mais je pense que si quelqu'un comprend bien les effets néfastes des violences basées sur le genre sur la personne elle-même, sur sa famille, sur sa communauté, sur la région et sur le pays, personne ne va résister à cette loi. Donc, le défi qu'on a, c'est qu'on est prêt à faire ce que les gens comprennent ces lois, qu'ils comprennent ces concepts du genre. Mais parfois, les bailleurs disent qu'on ne peut pas financer seulement les ateliers, les formations, ceci, cela. Donc, nous, on a ces contraintes-là pour que les bailleurs nous donnent de l'argent, des fonds pour seulement former les gens aux sensibilités. Par exemple, quand on parle même que les gens, on doit sensibiliser, on doit former les gens en genre, les gens sont surpris. Qu'est-ce que vous formez en genre? Genre, c'est quoi? Des trucs comme ça. Donc, on ne donne pas l'importance au fait que la population
les femmes elles-mêmes dans les régions, dans les zones rurales, peuvent comprendre qu'est-ce que c'est le genre et quels sont les effets néfastes de violences basées sur le genre. Nous avons fait un travail, un très grand travail pour sensibiliser, pour former les gens sur ces questions, mais il reste beaucoup à faire. Et toujours dans le même contexte, moi, personnellement, je pense que les gens qui avaient amené ces concepts n'ont pas donné la vraie significance du genre. Donc, il reste toujours cette confusion sur qu'est-ce que c'est le genre. Le genre, ils veulent promouvoir seulement la femme, ils veulent amener des désordres. Donc, voilà un challenge qu'on a et on n'a pas de moyens pour ça prend du temps aussi, voilà. Parce qu'il s'agit de l'éveil de conscience, changement de mentalité, ça prend un peu de temps. Avant qu'on vous donne peut-être le mot de la fin pour des messages que vous voulez lancer, non seulement peut-être à l'endroit de nos autorités pour un plaidoyer fort, mais à l'endroit des femmes nous-mêmes que nous sommes, on est entouré par quelques-unes de nos femmes leaders. Je ne sais pas, Aïssata de Aoline, Madame Latata Bintou Makalou, de la plateforme des femmes leaders, oui, tout à fait. Donc, Respeco, qui est quand même couvre l'espace CEDEAO. Avez-vous des questions que vous voulez peut-être adresser à Madame la représentante? Et que nous remercions. Je reprends la présentation après. D'accord. Et je suis Madame Cissé Aïssata Sissoko. Je suis la coordinatrice du réseau des femmes pour la transformation de l'Afrique. Aoline Mali. Et... Alors, quel message avez-vous pour Madame Béatrice? Oui, Madame Béatrice est une très grande dame que nous remercions et que nous saluons aussi et que nous souhaitons une très bonne réussite dans les fonctions qui l'attendent. Et c'est une femme qui a vraiment organisé les réseaux, plusieurs réseaux de femmes. Et dans un contexte très difficile de crise politico et sociale et même économique, avec des crises institutionnelles et avec les médiations que ces femmes avaient entreprises de façon dispersée. Et elle nous a suggéré de nous regrouper ensemble et pour que nos actions soient portées plus haut. Et je la salue particulièrement au nom de Aoline, mon réseau, et dont elle nous a appuyé pour le lancement de ce réseau. Depuis qu'elle a reçu des instructions de l'Organisation des Nations Unies pour soutenir les réseaux Aoline, et elle nous a aussitôt appelés pour rendre fonctionnel ce réseau. Et donc nous la saluons. Aoline Mali salue particulièrement Madame la résidente permanente d'ONU-Femmes au Mali en la personne de Béatrice Billon. Moussoya, mieux comprendre la femme. C'est Madame Sangaré Oumba, ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc en tant que telle, j'ai beaucoup collaboré avec ONU-Femmes pendant ma mission. C'est une organisation qui a beaucoup appuyé le ministère de la promotion de la femme. Et de 2013 à 2017, nous avons été des collaborateurs fidèles, engagés pour la cause des femmes. C'est pourquoi nous avons eu à voter une loi pour les femmes, une loi sur la promotion du genre, qu'on appelle la loi 052 de 2015. Et cette loi a été beaucoup supportée par l'ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Et nous disons grand merci à ONU-Femmes pour le travail abattu lors de l'adoption de cette loi. Parce que ONU-Femmes nous a accompagnés du début à la fin. Béatrice n'était pas là, mais quand elle est venue, elle a accompagné, elle a continué l'accompagnement. Elle a travaillé avec les femmes et nous avons fait le dispatching de la loi dans toutes les régions du Mali, dans toutes
dans tous les cercles et pour avoir une inclusivité. Et le résultat s'est fait sentir lors des élections passées parce que nous avons eu près de 30%, plus de 40% de femmes au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des collectivités. Donc c'est un résultat assez probant et nous devons remercier ONU Femmes pour cela. Aujourd'hui, c'est un hommage à Béatrice. Elle est venue dans un moment très difficile. Elle a travaillé avec les femmes. Elle a eu des résultats. Nous avons fait des sorties avec le consortium surtout. Nous avons fait des sorties et nous avons beaucoup appuyé les femmes dans les différentes régions. Donc, nous disons merci à Béatrice. Nous savons que c'est une grande dame. Là où elle va aller au Nigeria, c'est un grand pays où les femmes sont très engagées et je suis sûre qu'elle va faire la même chose qu'elle a eu à faire ici. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de réussite là où elle va et je souhaite également qu'elle passe le flambeau à une autre personne aussi dynamique qu'elle, ou bien sinon plus dynamique qu'elle, pour travailler avec les femmes du Mali. En tout cas, Béatrice, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour les femmes maliennes. Thank you very much. We are grateful to you. Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, nous femme ça. Moi, c'est plutôt des mots de remerciement et surtout une fierté qui m'anime quand vous lui avez posé la question à savoir quels sont. Ah, c'est vrai que vous êtes de Gao. Ça, c'est votre Gao natal. Par rapport à ses souvenirs et quand elle a parlé de la solidarité que les femmes de Gao ont mis en exergue, ça c'est une fierté pour moi. Parce que chez nous à Gao, la première valeur, c'est l'être humain. La deuxième valeur, c'est la famille. La troisième valeur, c'est l'épouse ou l'époux. L'argent vient bien après. Bien après. Donc, j'apprécie ce que mes soeurs de Gao ont dit. Et je suis solidaire de cela. Qu'elles viennent du Nigeria, un autre pays ouest-africain, et qu'elles viennent à Gao, qu'elles trouvent cette valeur, qu'elles puissent l'apprécier. Cela me va droit au cœur. Elle va aller au Nigeria, sinon elle est du Cameroun. Ah, elle est du Cameroun. Oui, elle va aller au Nigeria. Elle va aller au Nigeria. Ah, elle va au Nigeria. Donc, elle trouvera sûrement la même valeur de solidarité, de chaleur humaine. Et j'admire aussi sa positivité. Tout le long de son discours, elle disait qu'elle était très fière de ce qu'elle a vu au Mali et qu'elle est optimiste qu'on puisse sortir de cette instabilité, qu'on puisse sortir de cette crise multidimensionnelle. J'apprécie aussi tout ce qu'elle a eu à faire pour nous, à savoir ce soutien qu'elle a pu nous faire avec le consortium, qui nous a permis d'être auprès de nos sœurs au niveau des régions. Donc, vraiment, je lui dis merci, je lui dis bon vent et je lui donne comme mission, si je peux me le permettre, de continuer le même combat au niveau du Nigeria, de penser à nous par rapport à ce qu'elle a laissé ici. On est dans le combat. Personne ne veut une crise qui puisse durer des milliers d'années. Nous voulions vraiment sortir de cette crise. Et qu'enfin, la paix et la stabilité reviennent dans ce pays. Amen, amen. Avec des femmes leaders comme elle, des femmes responsables comme elle, je me dis bravo. On a beaucoup d'espérance et d'espoir. Merci. Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, nous sommes femmes, ça. Béatrice, c'est le moment de se dire au revoir. Et je vois que les femmes du Mali ont voulu quand même symboliquement témoigner de votre gratitude, de notre gratitude, en vous donnant ces petits tokens symboles de la solidarité et de la sororité. Donc les femmes du Mali qui vous disent merci à travers cette symbolique de la femme africaine, à la laborieuse par excellence, en train de piler, cheville ouvrière de la société, de la famille. Et ça c'est Moussoche Serlé, la symbolique avec la femme qui porte son bébé. Donc ça c'est le Chiwara. Donc le Chiwara c'est la reine de l'agriculture, la reine du labeur.
Et dans la cosmogonie Bamana, ça se joue en couple. Il y a la version mâle et la version femelle. Pour vous dire, pour ceux qui pensent que dans nos traditions anciennes, la femme n'a pas sa place, je pense que cela est une grave erreur. Parce que voici des signes du terroir qui démontrent que autant on attend à ce que l'homme contribue, autant on attend à ce que la femme contribue. Si le travail de la femme n'était pas valorisé, n'existait pas, on n'allait pas avoir ce masque. Avec la charte du Mandé aussi, 1236, on voit qu'on demande à ce que les femmes soient associées dans toute la société. Et il y a aussi le certificat, Moussoutier Sirélé, qui veut dire la femme qui a attaché la ceinture. Hein, vous voyez avec le symbole, donc c'est multitasking. Malheureusement, elle est femme, mais elle a la marmite, elle a le dabakala, donc elle a le livre, hein, elle a les enfants, elle a la casquette d'ingénieur, parce qu'on s'attend à ce que une femme puisse faire tout ça et être bonne à tout. Mais Dieu merci, les femmes africaines, nous faisons tout ça et nous sommes bonnes à ça. Donc, merci pour tout ce soutien, pour les femmes maliennes, pour les femmes africaines. Alors, votre message, votre mot de départ. Oui, merci beaucoup. L'hospitalité malienne, vraiment, ces derniers jours m'a beaucoup marqué, hein, très, très marqué. Madame la ministre est venue jusqu'au bureau des Nations Unies pour dire au revoir, vraiment. Et puis aujourd'hui, je suis avec les femmes. C'est vraiment, ça me touche au cœur. Moi, je pense, en ce qui concerne l'égalité genre et la promotion de la femme, ce que j'ai dit à un des grands ministres, c'est de porter ça jusqu'au président, c'est de dire que pendant ces réformes, pendant cette période qu'on est en train de faire les réformes, qu'on n'oublie pas les femmes. Que les femmes doivent, les questions des femmes, les questions de genre doivent être prises en compte dans tout ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est comme vous voulez produire 100 millions de francs avec 100 personnes et chaque personne doit produire 1 million de francs. Je pose toujours la question, est-ce que si 50% de ces personnes, 60% de ces personnes n'ont pas l'accès à la formation, n'ont pas l'accès à la connaissance, n'ont pas l'accès aux services, n'ont pas l'accès à la terre, n'ont pas l'accès aux services financiers. Est-ce qu'on peut réaliser cet objectif? Difficilement. C'est toujours non. Donc, c'est comme un grand travail. On a besoin de beaucoup de gens. Le développement est un grand travail. On a besoin de beaucoup de gens à participer pour qu'on accélère notre ODD, notre bien-être. Donc, si on laisse les femmes à côté, c'est comme si on a laissé les personnes avec les capacités, les personnes avec les compétences, les personnes avec la force pour faire le travail, on les a laissés à côté et on a pris une moitié de personnes pour faire ce développement. Ça ne peut pas être durable et ça ne peut pas éviter les crises. Parce que lorsqu'on laisse une population, on laisse un groupe de personnes à côté dans le développement, comme je dis souvent, on est en train de préparer la rébellion. Donc, pour éviter la rébellion, pour éviter des crises, pour éviter des choses qui vont freiner notre développement, il faut qu'on prenne en compte les besoins spécifiques. On prend les aspirations, les compétences, les expertises de tout le monde et voir qui peut faire mieux, faire mieux. Au lieu de dire que non, elle est une femme, on la laisse. Ça, c'est une chose que je peux dire au gouvernement. Deuxième chose que je peux dire au gouvernement, c'est que le Mali a une force potentielle très, très grande dans la jeunesse. Tout à fait. Dans la jeunesse malienne est créative. J'ai participé dans Friday Tech et j'ai vu ce que les Maliens sont capables de produire. Même
il y a beaucoup de choses dans tous les domaines que les jeunes Maliens sont en train de faire. Dans la santé, dans des drones, voilà, tout à fait. Fabrication avec le jeune Zégué Diarra. Oui, les filles comme les tout à fait, la robotique. Sont en train de produire. Donc, on a une très grande potentialité dans ces jeunes. Parce que ces jeunes sont éduqués, sont compétents, ont des expertises. Tout ce qu'on doit faire, c'est une meilleure orientation pour que ces jeunes peuvent canaliser leurs énergies, leurs compétences, leurs savoir-faire pour le développement du Mali. Tout à fait. Et pour les femmes du Mali, ce que je vais dire, on ne peut pas développer sans être ensemble. Ça, c'est clair. Solidarité, solidarité. Il faut qu'on soit ensemble. Comme je disais, il ne faut pas seulement he for she, on a besoin aussi she for she, or she for her. Tout à fait. Donc, les femmes doivent soutenir les autres femmes. Les femmes doivent être ceux-là qui font la publicité des autres femmes. Les femmes doivent être ceux-là qui élisent les femmes. Les femmes doivent être ceux-là qui renforcent la capacité des autres femmes. Mais pas qu'on ait des femmes qui cherchent à tirer les autres vers le bas. Que Dieu nous en donne. Donc, il faut que les femmes soient en solidarité. Si au moins nous sommes en solidarité, je vous dis la vérité qu'un jour, solidarité des femmes du monde entier. Solidarité de toutes les femmes du monde entier. Vraiment, c'est un très message, un message assez fort. On vous remercie beaucoup. Donc, que les dirigeants continuent à voir à la femme un outil de développement, parce que les questions d'inégalité ne sont pas que des questions mesquines ou des questions d'hommes-femmes, mais des questions de développement. Qu'on utilise et sache valoriser cette jeunesse malienne qui, aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe pas, les statistiques nous disent plus de 75% de notre population a moins de 25 ans. Donc, voir à la jeunesse cette force laborieuse, ingénieuse, innovatrice, capable, et pour nous les femmes, de se donner la main, et vraiment, l'avenir sera pour nous. Merci encore, Béatrice. Là, Moussotia Sirlé, la femme qui attache la ceinture, on vous souhaite bon vent. Nous, on a quand même perdu un petit joyeux, mais c'est pas grave, on est fiers et très heureuses de pouvoir la donner et la léguer aux femmes du Nigeria. Merci encore, chère sœur. Merci. Donc, c'était notre émission spéciale Mousso Tchesirlé avec notre sœur du Cameroun, notre femme leader, la représentante résidente de ONU Femmes au Mali, Béatrice Eyong. Nous vous invitons à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Moussoya, M-U-S-O-Y-A, en même temps sur Instagram, LinkedIn, YouTube, et on se dit à la semaine prochaine sur Djoliba TV News et Djoliba FM. Merci infiniment.